nouveau numéro du JT des JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche 20 avril 2025 la fête de la Pâque. Commémorée en souvenir de Jésus-Christ mort et ressuscité, la Pâque est un jour de réjouissance pour tous les catholiques. Du côté de la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou, les fidèles chrétiens ont également sacrifié à la tradition. Le film de cette célébration dans cette édition. Nommés en Conseil des ministres, les nouveaux ambassadeurs poursuivent leur visite de courtoisie aux présidents d'institutions. Le collège de diplomates était dans les locaux cette semaine de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le point des échanges dans ce journal. En sport, Boa FC a battu Dynamo de Parakou 1-0 sur le terrain omnisport de Bembereke. Vous suivrez dans un instant les impressions des coachs au terme des matchs et le point des autres rencontres pour le compte de cette 27e journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. La communauté chrétienne a sacrifié à la tradition comme il est de coutume chaque année ce dimanche 20 avril 2025 à travers la fête de la Pâque. Commémorée en souvenir de Jésus-Christ mort et ressuscité, la Pâque est un jour de réjouissance pour tous les fidèles catholiques et situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour. Francis Olafarami et Quentin Amoussou se sont rapprochés des fidèles de la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou pour s'enquérir du déroulé des célébrations. Suivez plutôt. C'est la fête la plus importante de tout chrétien catholique, car c'est la résurrection du Christ. Nous fêtons tous en famille, nous fêtons la célébration pour montrer au monde que Jésus est vraiment ressuscité. C'est un jour pour remémorer cet sacrifice que Jésus a fait pour nous. Je crois que c'est une des meilleures manières, c'est un des meilleurs moments de le remercier, de le glorifier. Donc c'est une fête que nous partageons tous. C'est aussi c'est une manière de montrer notre foi, notre croyance en Dieu. Comme coutume, chez nous, on le fête souvent en famille. Donc c'est-à-dire que dans l'après-midi, on va partager un repas en famille pour vivre la joie de ce jour. Déjà, je crois que je vais rentrer à la maison, voir la famille. On va essayer de préparer quelque chose, se réjouir ensemble et puis dans la bonne humeur. Comme c'est une fête spéciale pour tout chrétien, je vais rester ensemble avec tous mes enfants et nous allons fêter ensemble la résurrection du Christ. Arrivé à la maison, je vais fêter en famille avec les parents. Hier, la fête a commencé depuis hier nuit. Donc on va continuer la fête avec la famille et ce sera ainsi pour le reste du temps parce qu'on fête tous les jours. Donc on va célébrer la résurrection de Jésus. Durant le reste des 360 jours qui restent. La matinée, je vais d'abord faire quelques trucs à la maison avant de rejoindre mon mari, fêter ensemble. Demain, il y a la Galilée où nous rassemblons tous à travers l'union de tous les groupes dénommé l'enfance missionnaire
où nous irons soit sur une autre paroisse ou nous restons sur notre paroisse. Mais pour cette année, nous irons à Saint-Jean. Nous avons prévu une organisation pour tous les enfants de l'enfance missionnaire. Genre, nous voulons fêter la Galilée sur une paroisse, la paroisse Saint-Jean, qui réunit tous les enfants du vicariat Forêt Notre-Dame. On ne pourra pas manquer le rendez-vous d'aller rencontrer Jésus-Christ. Donc déjà demain, avec l'enfance missionnaire et tout, on va se rendre sur la paroisse Saint-Jean de Cotonou pour pouvoir célébrer tous la Galilée, l'arrivée de Jésus-Christ. Le Bénin a enregistré cette semaine 2 attaques simultanées dans la zone dite Point Triple au nord du pays. Le bilan fait état de plusieurs morts aussi bien du côté des assaillants que du côté des forces de défense et de sécurité. Des blessés ont été également enregistrés et évacués par hélicoptère. Une opération de ratissage de l'armée béninoise est en cours pour rechercher d'éventuels corps des disparus afin d'évaluer les pertes. Dans un autre registre, à moins d'1 an des premières élections générales au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public le chronogramme des activités conformément aux dispositions des lois électorales. Des détails avec Saka Lafia, président de la Sénat. L'article 19-7 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, tel que modifié notamment par la loi numéro 2024-13 du 13 mars 2024, charge le Conseil électoral d'informer l'opinion du chronogramme de chaque élection. C'est pour satisfaire à cette exigence légale que la Commission électorale nationale autonome a prévu ce jour, mardi 15 avril 2025, la remise officielle des 2 chronogrammes aux partis politiques, aux parties prenantes, ainsi que leur diffusion à travers divers canaux de communication. Ces 2 chronogrammes se présentent comme suit. 1. Le chronogramme des activités des élections couplées législatives et communales de janvier 2026. 2. Le chronogramme des activités de l'élection présidentielle d'avril et mai 2026. Le Conseil électoral a adopté ces 2 documents à la suite d'un long processus qui a connu son épilogue avec la tenue du 1er au 4 avril 2025 à Boycon de l'atelier d'échange sur la planification opérationnelle des activités électorales. Il me paraît important de préciser que le chronogramme des élections couplées législatives et communales compte 53 activités, tandis que celui de l'élection présidentielle en compte 38. Ces activités, complémentaires par nature, sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Les 2 documents qui vous sont soumis sont synthétiques et centrés sur les dates clés, prenant en compte le début et la fin de chaque activité. Ils sont essentiellement dynamiques et leur mise en œuvre intégrera les contraintes internes comme externes. Leur publication marque une étape cruciale dans le processus. C'est la raison pour laquelle la Sénat y a inséré les activités devant figurer au calendrier électoral. Ils représentent pour les partis politiques d'importants outils de planification interne en ce qu'ils sont établis pour leur permettre de s'organiser et de se préparer au scrutin à venir. Mesdames et messieurs, outre l'exigence légale à laquelle elle obéit, la présente cérémonie se veut aussi informative. Elle vise à permettre aux acteurs politiques, aux médias, à la société civile et à nos concitoyens de s'impliquer avec justesse et exactitude dans le processus électoral. La Commission électorale nationale autonome, par ma voix, ne doute pas de l'accompagnement dont elle bénéficiera de la part de tous dans l'exécution des 2 chronogrammes. Plus globalement,
Elle est convaincue que le processus amorcé nous permettra de relever ensemble le défi de l'organisation d'élections libres, paisibles, inclusives, équitables, crédibles et surtout respectueuses de nos lois. À cet égard, je vous rassure, la Sénat jouera pleinement sa partition. Dans la soirée de ce mardi 15 avril 2025, le président du Conseil économique et social CES, Conrad Baguidi, a reçu à son cabinet une délégation de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF. Il s'agit d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président de l'institution. Au micro de ESAE TV, le directeur exécutif de l'ABPF, Komlan Agbozo, nous fait le point de leur rencontre au terme de cette audience. Suivez plutôt. Les volontaires de l'ABPF ont appris avec beaucoup de joie la nomination à ce poste d'un des volontaires de l'ABPF, parce qu'il s'agit ici du volontaire Conrad Baguidi, qui est devenu président du Conseil économique et social. Et donc, l'ABPF, dans son entièreté, a décidé de faire une visite de courtoisie par le biais du président du conseil d'administration, mais également du directeur exécutif, pour que nous puissions venir présenter de vive voix nos félicitations au président Conrad, président du Conseil économique et social, et profiter également et porter à son attention les espoirs que les volontaires de l'ABPF nourrissent aujourd'hui à travers lui à ce poste-là. Le Conseil économique et social, on sait que l'un des objectifs phares, c'est d'œuvrer pour que le social du Béninois puisse être renforcé afin que le mieux-être puisse être la chose la plus partagée. Et l'un des objectifs phares également de l'ABPF, c'est le bien-être familial. Et partant de ces deux concepts ou de ces deux points de convergence que nous avons, nous nous sommes dit qu'il serait vraiment intéressant d'échanger avec le président pour voir les possibilités de collaboration afin de donner plus de visibilité au Conseil économique et social dans ses actions, afin que le Conseil économique et social puisse avoir de l'impact également au sein de la population. L'ABPF travaille sur plusieurs thématiques qui pouvaient intéresser également le Conseil économique et social. Les thématiques sur lesquelles on pouvait se mettre ensemble sont par exemple la parenté responsable. C'est également le travail que nous faisons avec les jeunes, puisqu'on sait que la population béninoise est en majorité composée de jeunes. On sait également que ce sont ces jeunes-là qui sont porteurs de l'avenir de ce pays. Et qu'il est important alors que l'ABPF travaille depuis 50 ans sur la sexualité, sur la santé de la reproduction, et que le Conseil économique et social a pour également objectif de faire en sorte que la communauté béninoise puisse avoir les informations pour le développement social. Nous avons pensé que ces différentes pistes peuvent nous amener à travailler pour faire en sorte que des interventions puissent se faire ensemble. Il peut y avoir une synergie d'action par rapport aux ambitions ou aux objectifs que le président nourrit aujourd'hui à la tête du CES avec ce que nous faisons nous autres déjà sur le terrain. Nous avons l'habitude au niveau de l'ABPF de collaborer avec des institutions de la République. On travaille de par le passé avec l'Assemblée nationale et nous avons pensé qu'avec l'arrivée du président du CES, qui a une ouverture d'esprit pour tout ce qui concerne la jeunesse, pour tout ce qui concerne la femme et la famille, qu'on peut définir un cadre de travail pour faire en sorte que certaines interventions communes se mènent en direction de la population et surtout de la communauté à la base.
Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, en abrégé HCPC, a tenu des séances d'échange intensives et pédagogiques à l'école primaire publique d'Anyogun et au centre des jeunes et loisirs dans la commune de Sakété. C'était le mardi 15 avril 2025. Ces rencontres interviennent dans le cadre de la campagne de sensibilisation de lutte contre la corruption. ESAE-TV pour le compte rendu. Dès les premières heures de la journée, les écoliers et leurs encadreurs de l'EPPO d'Anyogun ont accueilli avec enthousiasme la délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC. À travers des interactions riches, il est apparu que cette communauté scolaire disposait déjà d'une certaine connaissance des notions liées à la corruption, ne nécessitant qu'un encadrement complémentaire pour renforcer leur compréhension et leur engagement. Prenant la parole, le docteur Olivier Chalatindeou, secrétaire général du HCPC, a mis en lumière les racines profondes de la corruption dans la société béninoise. Il a souligné que ce fléau est l'un des principaux obstacles à l'amélioration des conditions de vie, notamment en matière d'infrastructures scolaires, de traitement salarial et de services publics essentiels. Insistant sur la dimension historique et évolutive du développement, il a rappelé que des pays aujourd'hui prospères tels que la France ont connu des périodes similaires de lutte contre la corruption, preuve qu'un redressement est possible si une volonté collective s'affirme sur la durée. Corrompre, c'est détruire, a-t-il martelé avec gravité, invitant les participants à prendre conscience de la portée de chaque acte illégal, aussi anodin puisse-t-il paraître. Il a annoncé avec espoir l'imminente adoption d'une loi relative à la protection des lanceurs d'alerte au Bénin, soulignant que dénoncer la corruption est désormais un devoir de citoyen encadré par l'État. Le secrétaire général a également saisi l'occasion pour transmettre les salutations du haut-commissaire Jacques Mégan, tout en rassurant que les enseignants et les élèves qu'une nouvelle visite sera reprogrammée sur le plateau. Cette proximité institutionnelle témoigne de l'engagement du HCPC à inscrire durablement la lutte contre la corruption dans le quotidien des citoyens. Après cette séance, la délégation s'est dirigée vers le centre des jeunes et de loisirs de Sakété, lieu de rassemblement de diverses forces vives de la société, responsables d'organisations de la société civile, regroupements de femmes, associations de jeunes, d'artisans, mais également élus locaux et leaders d'opinion. Accueillie dans une ambiance conviviale et festive, la délégation a décliné le même message adapté à chaque catégorie d'acteurs. Les échanges ont été francs et constructifs. Les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux pratiques électorales douteuses, aux lenteurs administratives, au favoritisme et à l'absence de transparence dans le traitement de certains dossiers. En réponse, Dr Chalatindeou et Étienne Badou, chef service études, formation et suivi et évaluation, ont apporté des éclairages précis sur les mécanismes de dénonciation et de prévention. Enfin, les élus locaux ont été exhortés à devenir les porte-voix de la sensibilisation au sein de leur communauté. Par ailleurs, leur attention a été attirée sur la nécessité de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques en vue d'une gouvernance exemplaire orientée vers la satisfaction des besoins des citoyens de leur localité et la préservation des intérêts des générations futures. Le HCPC, par cette démarche, entend informer, former et responsabiliser tous les segments de la société béninoise dans une dynamique inclusive et durable. Les nouveaux ambassadeurs nommés en Conseil des ministres en sa séance du 26 février dernier poursuivent leur visite de courtoisie aux présidents d'institutions. Il s'agit des plénipotentiaires appelés à représenter le Bénin aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Qatar et au Maroc. Après le Conseil économique et social CES, le collège de diplomates était dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le compte-rendu des échanges signé Canal 3 Bénin. Les nouveaux ambassadeurs sont appelés à prendre contact avec les présidents de toutes les institutions
de la République en vue de recueillir des conseils et des orientations pour la bonne conduite de la mission républicaine qui leur est confiée. C'est dans ce cadre que nous venons de sortir d'une audience avec le président de la HAC. Au cours de cette audience, nous avons passé en revue les accords de coopération de la HAC avec les institutions similaires qui se trouvent dans les pays où nous sommes accrédités. Après cette revue, nous avons essayé de voir les opportunités possibles et les perspectives que nous devons développer pour permettre à ce que, à travers la HAC, nous fassions davantage connaître le pays, notre pays, le Bénin, qui est aujourd'hui dans un cycle remarquable de fierté. Et notre mission, c'est de faire en sorte que le Bénin puisse être davantage connu dans le monde, de par tout ce qui se fait au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan social. Et c'est pour cela que nous avons échangé longuement avec le président de la HAC et tout son cabinet pour arrêter des axes de coopération que nous allons conduire ensemble avec cette importante institution de notre République dans nos différents postes diplomatiques. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setonji Atropo, a reçu en audience les 6 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires nommés récemment en Conseil des ministres. Il s'agit d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président de l'ANCB. À la sortie d'audience, Joseph Aranzo, ambassadeur du Bénin près le Royaume du Maroc, nous fait le point de leurs échanges ici au micro de EZAE TV. Ce fut une séance très enrichissante et édifiante pour nous autres nouveaux ambassadeurs du Bénin près de différents pays. Nous sommes 6 à prendre part à cette audience avec le président de l'ANCB, assisté de certains collègues. Au cours de cette séance, nous avons feuilleté ensemble l'agenda des défis de l'ANCB dans le cadre de la stratégie mise en place pour le développement local. Et à partir de ces défis, nous avons mis en parallèle les missions de l'ANCB pour ensuite retenir les perspectives de coopération qu'on pourrait avoir avec les pays dans lesquels nous sommes accrédités. Et nous avons établi de façon formelle entre nous les bases d'une relation de travail, de collaboration entre la NCB et les ambassades. Nous avons souhaité vivement que les ambassades soient les couloirs d'intervention des différentes mairies dans les pays de représentation et que les ambassadeurs ou les ambassades ne soient plus surpris des missions de certains responsables de nos collectivités locales dans nos pays de représentation. Cela aiderait à renforcer et à relever le niveau, disons, de représentation de notre pays à l'extérieur. Et on constaterait que le Bénin est beaucoup plus organisé dans la conduite de sa diplomatie vis-à-vis des pays de l'extérieur. Dans la politique que mène le Bénin aujourd'hui, tous les chantiers sont des chantiers qui doivent participer, contribuer à la valorisation, à la mise en valeur de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays de fierté pour les citoyens béninois que nous sommes. Et en tant que représentants de la nation béninoise, nous avons à travailler dans tous les sens afin que ce caractère essentiel qui met de la valeur sur le Bénin soit maintenu.
On poursuit cette édition sous le leadership du président de la République, Patrice Talon. Plusieurs actions ont été entreprises dans plusieurs secteurs. Le ministre Jean-Michel Abimbola fait le bilan des actions menées par le gouvernement, justement, les réformes engagées et surtout résultats obtenus dans les secteurs de la culture et des arts depuis l'avènement du nouveau départ. Il présente un bilan satisfaisant des actions menées de la reconstruction de la cité historique de Ouidah à l'ouverture de nouveaux musées. Les actions conduites par le gouvernement qui valorisent le riche patrimoine culturel du pays, sans oublier la construction de l'arène de Lagani. C'était lors de l'émission Réédition de comptes, programme d'action du gouvernement 2021-2026. Un entretien télévisé co-animé par les confrères Serge Ayaka de la radio nationale et Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin. On regarde. Le secteur de la culture en 2016, c'est vrai, et affichait, entre autres, au niveau des industries culturelles et créatives, une certaine insuffisance quantitative et qualitative des infrastructures et un système de promotion de création également qui était, disons, un peu embryonnaire. Il y a également une insuffisance de structuration des filières et des chaînes de valeur. En ce qui concerne nos traditions, il faut reconnaître que les traditions étaient dans un certain état de dégradation des grandes œuvres de l'histoire. Nous avions également nos royautés et nos monuments qui relataient notre grandeur, qui s'effritaient progressivement. Donc il était impératif de relever ces défis et de revaloriser notre patrimoine, de revaloriser notre culture, d'autant plus que, et je pense que tout le monde s'en convainc aujourd'hui, c'est la principale richesse du Bénin. Le Bénin, comme nous avons l'habitude de le dire, pour l'instant, en tout cas, n'exploite pas d'or, ni de pétrole, ni d'autres ressources minières, mais en tout état de cause, nous avons ce potentiel qui peut être largement exploité au bénéfice de nos populations. Révéler le Bénin aux Béninois et au monde, je voudrais dire concrètement que c'est faire connaître et valoriser le riche patrimoine culturel que nous avons aux Béninois eux-mêmes. Et faire connaître évidemment aux étrangers, ceux qui ne sont pas des Béninois et qui nous regardent. C'est également développer, on l'a dit, les industries culturelles et créatives pour la création de richesses et de l'emploi. Et enfin, c'est faire de la culture et des arts le substrat, le levain pour le développement touristique de notre pays. Donc c'est tout cela que nous embrassons dans la formule « faire connaître aux Béninois et au monde ». Alors, pour répondre à votre question sur les musées, je voudrais d'abord vous dire que Ouidah est désormais, plus que jamais, sur la carte mondiale en ce qui concerne les musées et surtout les cités-musées, puisque nous avons décidé de faire de la ville de Ouidah une cité-musée, parce que le potentiel de Ouidah est tel que toute la ville historique vaut la peine d'être valorisée. Et comme on a l'habitude de le dire trivialement, c'est un musée à ciel ouvert que nous sommes en train, évidemment, de valoriser. Nous avons le volet de la construction d'un certain nombre de musées, notamment à Ouidah. Nous avons le musée international de la mémoire de l'esclavage, qui est déjà totalement achevé en ce qui concerne ce qu'on appelle le hard, donc la construction des bâtiments. Et nous en sommes maintenant au niveau de l'installation des équipements et de la scénographie. Donc, sinon, ce musée est totalement achevé et devrait rentrer en exploitation dès cette année 2025. Nous avons également à Porto Novo, dès que vous rentrez dans Porto Novo aujourd'hui, en attendant l'arène culturelle qui sera tout de suite après le pont à droite, à la place de cet immeuble que nous avons dû enlever pour ne pas insister là-dessus, vous verrez qu'en rentrant dans Porto Novo, vous avez une vue impressionnante sur un musée qui est en construction, qui est le musée international du Vaudou, juste en face de la cathédrale, où là également, tout le gros œuvre est achevé. Et il reste maintenant à faire un certain nombre de travaux en ce qui concerne toujours la scénographie, en ce qui concerne le second œuvre, pour que dès cette année également, ce musée soit livré. Dans le point des autres musées, nous avons un musée qui va venir, le MAC, à Cotonou, dont l'essentiel est déjà fait en ce qui concerne les études et les appels d'offres ont déjà été
lancé pour pouvoir recruter les entreprises qui vont construire. Au niveau d'Abomey, également, nous avons les premiers équipements qui sont livrés, notamment ce que nous appelons le CAFRA, le nouveau CAFRA, c'est-à-dire le Conseil d'administration des familles royales, là où le roi, on va dire, siège en quelque sorte pour travailler au quotidien. Ça permet évidemment de pouvoir libérer le site pour que les travaux puissent démarrer. Là également, nous sommes à la phase de l'appel d'offres pour sélectionner les entreprises pour que les travaux du musée démarrent, ainsi que la réhabilitation de 4 anciens palais. Donc voilà où nous en sommes en ce qui concerne les musées. Nous avons à Porto Novo également d'anciens musées, 2 anciens musées qui seront réhabilités totalement, le palais romain et le musée à Dandé. Donc voilà où nous en sommes de façon concrète, où les Béninois peuvent dès aujourd'hui commencer à voir une matérialisation de cette vaste ambition que nous avons. Je peux poursuivre en disant effectivement que nous avons également, parce que c'est un peu patrimonial, le palais de Niki, qui est en construction. Peut-être que tout à l'heure, il y aura quelques images pour que les Béninois s'en rendent compte. Les travaux sont totalement achevés. Les travaux de l'arène de la Gani sont achevés. Il reste quelques petites finitions au niveau du Palais Royal lui-même pour pouvoir redonner, disons, tout son faste au royaume de Niki et surtout avoir cet écrin de valorisation de ce patrimoine exceptionnel qu'est la Gani. Cette édition se poursuit. C'est désormais acté. La loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Adoptée le 13 mars 2025 à l'Assemblée nationale, la loi numéro 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle a été promulguée par le chef de l'État, Patrice Talon. Une initiative salutaire qui vient régler un certain nombre de problèmes d'ordre endogène qu'il faut légiférer, selon le professeur et prêtre de FA David Kofiaza. Suivez un extrait de son argumentaire. Ce qui a été fait règle des problèmes, mais pas complètement tout. Déjà, l'initiative est déjà saluée parce que ça fait plus de 10 ans qu'on crie qu'il faut légiférer. Maintenant, je pense que après la législation traditionnelle, il faut légiférer sur nos cultes endogènes également. Il faut aller là aussi. Il faut assainir. Il faut assainir le milieu parce que vous savez, à un moment donné, on se demande si on connaît vraiment l'histoire de notre nation. Parce que tous les jours, les rois naissent. C'est de l'anarchie. C'est quand vous prenez un département, ça a un roi. Chaque commune département a un roi. Chaque arrondissement département a un roi. Et chaque quartier département a un roi. Ce n'est pas admissible. Donc moi, je pense que ça va régler déjà le problème de cette loi de reconnaissance, va régler le problème un peu, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Parce que même le simple Vodounon se fait appeler roi. Je dis un Vodounon, hein. Un Tovodounon par exemple se fait appeler roi. Et il estime qu'il est roi. Et deuxièmement, il faut aller, parce que les gens se moquent de nous à l'extérieur. Un simple Vodounon se fait appeler majesté. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Un Vodounon n'est pas une majesté. Une majesté, c'est un titre uniquement royal. Et quand on dit que quelqu'un est un roi, c'est qu'il y a une histoire, il y a une compétence territoriale, il y a un patrimoine historique, il y a également une armée qui a fait des conquêtes. C'est ça un roi. Et c'est ça une majesté. Il faudrait que mes pères arrêtent cette situation-là qui est déplorable. Et je pense que cette loi vient à point nommé et ça va régler beaucoup de problèmes. Et il faut aller même beaucoup plus loin, jusqu'au titre que chacun porte. Un dignitaire du culte vaudou ne peut pas se faire appeler majesté. Ce n'est pas possible. Un da aussi. Un da ne peut pas se faire appeler majesté. Si vous êtes da, vous n'êtes pas une majesté. Un chef de famille qui se fait appeler majesté, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Prestige. Non. C'est que ça dénature la sacralité du milieu de la chefferie. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun retourne dans sa case. Maintenant qu'on a réglé avec le problème des rois, il faut régler aussi le problème avec les dignitaires religieux aussi pour les mettre dans leur case. Un dignitaire religieux n'est pas un roi. Et on ne peut pas l'appeler majesté. Il faut arrêter avec ça.
Le médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou, a rendu une visite à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. La substance des échanges dans cet élément signé Bénin TV. Il s'agit d'une visite de travail à huis clos. De la rencontre, rien à filtrer au sortir des échanges. À son arrivée, le médiateur est cordialement accueilli par le protocole et le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo lui-même. C'est un tête-à-tête qui a duré un peu plus de 45 minutes. Pour l'essentiel, il est à rappeler que la préservation de la paix et la promotion du dialogue social sont deux missions spécifiquement assignées au médiateur de la République. Dans ce cadre, l'institution initie une consultation générale des hommes politiques du pays en prélude aux élections générales de 2026. C'est donc la toute première visite qui conduit le président de l'institution au domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, autant pour moi, Jacques Ayadji, a mené une opération de sensibilisation à Godomé le dimanche 13 avril 2025. C'était pour exhorter les populations qui vivent sous les installations de la SBE à libérer les lieux. Le reportage a signé ESAE TV. Descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadji à Godomé. Objectif, sensibiliser les populations environnantes qui habitent et travaillent dans les emprises des lignes haute tension sur les risques encourus. Nous n'avons pas voulu réagir dès le 1er mars. Nous avons laissé tout le mois de mars couler. Et le mois d'avril, aujourd'hui, nous sommes au 12. Et nous avons estimé nécessaire de venir encore une dernière fois dire aux populations que cette zone n'est pas à occuper. Non pas parce que l'État veut les exproprier pour d'autres utilités, mais parce que c'est une zone très dangereuse pour la vie humaine. On n'a pas pu voir ceux qui font le sport. C'est pourquoi demain, à 8 h, nous allons revenir ici pour leur parler, saisir l'occasion pour distribuer l'arrêté municipal que le maire de Calavi a pris. Cette sensibilisation vise essentiellement à protéger les populations. Le ministre conseiller Jacques Ayadji a par ailleurs donné un nouvel ultimatum. Nous avons fixé le délai du 1er mars pour que ces emprises soient libérées. Mais force est de constater que jusqu'à ce jour, même si on note un effort de certains qui sont partis d'eux-mêmes, il y en a encore qui s'entêtent et sont restés sur place. Je suis venu ici avec le commissaire de Godomé, qui a été instruit par le directeur général de la police républicaine pour m'accompagner, afin qu'une dernière fois, on parle à ceux qui sont installés ici pour que d'ici la semaine prochaine, ces zones soient libérées, y compris avec le concours de la police républicaine. Ces multiples actions de sensibilisation du gouvernement s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la sécurité publique et sanitaire des usagers. Dans un autre registre, les clubs Rotary du Bénin, du Togo et du Niger réfléchissent à l'appropriation des outils numériques par les personnes âgées. La deuxième assemblée de formation de conférence du district 9103 a été consacrée à la question en début de week-end dernier à Cotonou. Le thème de cette rencontre s'intitule « Libérer la magie du numérique pour une société inclusive ». Le reportage a signé Canal 3 Bénin. Ce rendez-vous du district 9103 du Rotary International à Cotonou est le deuxième dans l'histoire. Les participants à cette assemblée de formation et conférence du district proviennent des clubs Rotary du Bénin, du Niger et du Togo. Cette rencontre d'envergure va leur permettre de réfléchir sur l'impact des technologies numériques pour améliorer la vie des personnes âgées. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir pourquoi une conférence de district et pourquoi chaque année,
Je répondrai simplement pour vous préciser que cela fait partie de notre formation et de notre information rotarienne. La conférence nous donnera l'occasion de suivre la présentation des dernières actualités du Rotary International donnée par le représentant de la présidente Stéphanie Youchik. Vous êtes un jeune district avec une équipe dynamique et vous avez déjà initié de nombreuses actions qui ne passent pas inaperçues. L'organisation rigoureuse de cette conférence AFCD Cotonou 2025 en est une preuve éclatante. La magie du Rotary commence par l'expérience vécue dans le club. Un Rotary fort, c'est d'abord un club vivant, accueillant, chaleureux et inspirant. Chaque membre doit y trouver sa place. L'événement est une occasion pour le Bénin qui l'abrite de mettre en valeur ses richesses culturelles et touristiques. En marge de cette AFCD, 2 ministres du gouvernement béninois se sont fait représenter. Ils ont chacun reconnu la pertinence du thème qui mobilise les attentions. La magie du numérique pour une société inclusive des seniors. Le thème objet de la présente conférence nous rappelle que l'inclusion n'est pas seulement une exigence sociale, mais aussi une valeur humaine fondamentale. Cette inclusion doit s'appliquer à toutes les générations, en particulier aux personnes qui ont tant donné à notre société, en l'occurrence nos aînés. Pour moi, mesdames et messieurs, les seniors représentent une force vive de notre société. Et ils sont détenteurs de savoir, de mémoire, d'expériences précieuses. Moi, je considère aujourd'hui que pour un senior, le numérique peut être la nouvelle fontaine de jouvence. Le district 9103 appartenant à la région 26, zone 22 du Rotary International, couvre le Bénin, le Niger et le Togo. Il réunit des leaders passionnés qui s'emploient à construire un avenir meilleur à travers des actions concrètes pour la paix, la bonne santé, l'éducation, la protection de l'environnement et bien d'autres causes. CAR International et l'Association nationale des communes du Bénin ANCB évaluent les engagements des acteurs communaux en lien avec l'outil 500 du projet Cascade. C'est à la faveur d'un atelier tenu à Natitingo dans l'optique de renforcer les politiques nationales en nutrition. Ceci dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire, la réduction de la malnutrition chez les femmes et les enfants. Le reportage signé Canal 3 Bénin. Le présent atelier qui mobilise plusieurs acteurs de l'administration des communes du Nord Bénin autour des responsables du projet Cascade vise à une évaluation de ces acteurs dans la mise en œuvre du dit projet. Un projet de CAR International qui ambitionne de renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des couches vulnérables. Quand nous parlons de sécurité alimentaire et les documents politiques, je pense que tout ce que nous avons comme documents politiques, stratégiques, qui sont au niveau des différents ministères, qui sont sensibles à la nutrition, se retrouvent dans les documents politiques au niveau des communes. Et donc si nous voulons renforcer les politiques au niveau national, il faut qu'on touche aussi les politiques au niveau local. Nous avons des regards, nous, à l'instant T, sur les communes d'intervention du projet Cascade, pour voir comment les acteurs que nous avons renforcés sur cet outil ont pris en compte l'outil. Consciente de l'importance de cet outil stratégique dans le développement des communes, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, accorde un intérêt particulier à ce projet. L'ANCB est à la quête de tous les instruments qui sont susceptibles d'aider les acteurs communaux à relever les défis qui sont les leurs. Et dans cette quête, nous avons eu la chance de tomber sur un outil formidable qu'on appelle SISAN, score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les documents de planification. Et cet outil aide véritablement les communes à améliorer leur performance en ce qui concerne la prise en compte de cette thématique-là. Et donc, nous avons aussitôt
pris sur nous de définir des stratégies d'appropriation. Pendant 3 jours donc, les différentes parties prenantes vont procéder à l'évaluation de ce document adapté aux communes pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des communautés. Plusieurs communications vont mobiliser ces assises, dont entre autres un point sur la mise en œuvre de la feuille de route sur l'outil CISA dans les communes d'intervention et une présentation des défis et contraintes liées à l'utilisation de cet outil. Des doses de vaccins contre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde ont été autorisées pour les pensionnaires des prisons civiles de Misrété et la maison d'arrêt du Bénin. La première phase de la campagne initiée à cet effet a été lancée ce lundi 14 avril 2025. C'était à la prison civile d'Akpo Misrété pour la première phase. Le reportage a signé Bénin TV. Campagne de vaccination massive à destination des détenus et des personnels pénitentiaires des prisons du Bénin. Le top de cette opération, organisée par l'agence pénitentiaire du Bénin, est donné ici à la prison d'Akpo Misrété. Et dans ce cadre, que depuis un certain temps, des efforts sont faits pour améliorer l'offre de santé en milieu carcéral. Et aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour lancer la première phase de la campagne de vaccination à votre profit. Et je m'en vais dire que le personnel pénitentiaire aussi est concerné par cette campagne. C'est tout le monde. Nous vaccinons contre la fièvre typhoïde, contre la fièvre jaune et la méningite. Au sud, nous nous limitons pour le moment au vaccin contre la fièvre typhoïde au vaccin contre la fièvre jaune. Au nord et au centre, nous allons administrer les 3 gammes de vaccination qui ont été retenues, à savoir fièvre jaune, fièvre typhoïde et méningite. À la prison d'Akpo Misrété, cette campagne de vaccination a reçu l'adhésion des détenus. Vous savez qu'en matière de santé, le pilier, c'est d'abord la prévention. Ça passe d'abord par la prévention, après la curation. Et la vaccination fait partie d'une de ces stratégies qui permettent la prévention. Je voudrais dire au directeur de la prison d'Akpo Misrété que je suis fier du travail qu'il a fait. Ce travail qui a consisté à sensibiliser aux côtés des agents de santé les détenus, à leur expliquer le bien fondé de cette opération et ce qui a montré aujourd'hui la forte mobilisation que nous avons devant nous. Même derrière les barreaux, l'accès à la santé reste un droit et l'agence pénitentiaire du Bénin en a fait sa priorité. Parlons à présent de l'édition 2025 de la pratique sportive dénommée Cotonou à vélo, une initiative de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin qui se tient chaque année en collaboration avec la Fédération béninoise de cyclisme. Cette année, elle a réuni plus de 200 participants autour de la balade dans la ville de Cotonou à vélo sur une distance de 20 km. Le compte-rendu de Canal 3 Bénin. Un nouveau rendez-vous de pratique de vélo dans la capitale économique du pays honoré pour l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et les fanatiques de bicyclette. Loin d'être une compétition de course à vélo, c'est une activité saine et sportive qui promeut depuis quelques années au Bénin, en particulier à Cotonou, une pratique qui est un mode de vie aux Pays-Bas. On veut transmettre cette idée, cette philosophie ici à Cotonou. Et je vois chaque année plus de potentiel. À mes balades régulières ici à Porte-Pêche, je vois des amis et des fanatiques de bicyclette, et chaque fois de plus en plus. Mais aussi en termes d'infrastructure physique, je vois de développement et de nouvelles routes à découvrir. Et ça, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cette 7e édition de Cotonou à vélo, les participants ont droit à une balade dans la ville, spécialement sur la corniche d'Akpapa. Jeunes et personnes âgées, sans oublier les tout-petits, chacun de son côté est allé à son rythme en restant fidèle à la philosophie de l'initiative de l'ambassade des Pays-Bas. Durant environ 2 heures de temps,
Le peloton a parcouru les 20 km retenus cette année, du Palais des Congrès à la Corniche, pour le retour au point de départ. C'était un grand plaisir ce matin de se promener à la marine, à la Corniche. L'ambiance était bon enfant. On a roulé à une vitesse, je veux dire, totalement normale avec des enfants. D'accord. Il y avait une bonne sécurité, il y avait les policiers qui étaient là. Ils nous ont bien indiqué la voie, comment faire pour ne pas nous blesser et tout ça. Pour moi qui milite pour la préservation de l'environnement et qui voudrait qu'un jour on ait à Cotonou une journée sans voiture, c'est l'exemple que c'est faisable et qu'on peut mobiliser une matinée comme ça pour amener tout le monde à faire du sport, à marcher, à faire du vélo et à préserver l'environnement et en tenant compte de la santé. Donc pour moi, c'est une magnifique expérience. Cet événement de promotion des bienfaits de la pratique du vélo sur la santé intervient à quelques semaines de la fête nationale des Pays-Bas, célébrée le 27 avril de chaque année, et le Tour cycliste international du Bénin prévu démarrer le lendemain, soit le 28 avril 2025. Hors de nos frontières à présent, au Burkina Faso, il est désormais interdit de fumer tout type de tabac et produits de tabac dans les lieux clos ou ouverts et dans les transports en commun. Ainsi en a décidé le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers un décret présidentiel en date du 15 avril 2025. En cas de non-respect de ces dispositions, les responsables des lieux publics et de transport en commun sont passibles d'une peine de 50 000 francs CFA, d'une amende autant pour moi de 50 000 francs CFA à 200 000 francs CFA. En cas de récidive, les pénalités prévues au présent chapitre sont portées au double prescrit l'article 11 du décret présidentiel. Des sanctions pécuniaires. Des sanctions administratives peuvent être également prononcées à l'encontre des établissements et des entreprises contrevenant aux dispositions du décret. On parle sport à présent, notamment la 27e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Boa FC a battu Dynamo de Parakou 1-0 sur le terrain omnisport de Bambereke. Une victoire importante pour les hommes de Sinandé. Suivez les impressions du coach de Boa au micro de EZAE TV. Satisfait pour avoir pris les 3 points. Comme je le dis souvent, comme je le dis toujours, du moins, chaque match de la phase de retour constitue une finale. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on est très fiers d'avoir pris les 3 points, même si ce n'était pas avec la manière comme on le voulait. On a eu cette équipe de Dynamo qui, en deuxième mi-temps, nous a causé toutes les difficultés possibles. Et malheureusement aussi, on a eu à faire des choix tactiques qui n'ont pas véritablement apporté. Donc du coup, on a subi en deuxième mi-temps. On va prendre de la graine par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir. Et on va essayer quand même de mieux travailler la semaine prochaine pour la prochaine rencontre. Mais déjà, on est satisfait, sentiment mitigé certes, mais on est satisfait par rapport à cette victoire. Dans le même registre, Buffle FC et Abeille FC se sont neutralisés au stade municipal de Parakou. Abeille met fin à une série de victoires consécutives des Buffle FC du Borgou. L'analyse de la rencontre avec les deux coachs au micro de EZAE TV. Ce match nul, vraiment, ça nous fait plaisir parce que gagner un point en déplacement, c'est très important. Donc les enfants respectent toutes les consignes données pour qu'on puisse, à défaut de 3 points, qu'on rentre avec un point. Oui, l'équipe, c'est une équipe que je respecte beaucoup. C'est une équipe mère que je respecte beaucoup. J'étais avec eux il y a plusieurs années. Actuellement, je me suis retrouvé aux côtés de Abeille. Ça ne va pas refuser à ce que je les rencontre. D'ailleurs, c'est le championnat, c'est un tournoi. On est là, on est arrivé. Ils sont bons. Tels que je les connais, j'ai pris toutes mes dispositions pour que je ne rate pas le match. La suite est qu'on doit se battre, on doit travailler d'avance pour pouvoir être parmi les 9. Je sais que ça ne serait pas facile, mais rien n'est impossible. On va se battre comme cela se doit
Et si ce n'est pas la fin, je me vois toujours parmi les 9. Oui, effectivement, le match était un peu haché des deux côtés, parce que l'adversaire nous a un peu contraints à changer notre manière de jouer. Nous, on avait l'habitude de jouer ballon au sol, mais malheureusement, cet après-midi, on a beaucoup plus balancé les ballons. Et quand le ballon est en l'air, nous, ce n'est pas un peu notre manière de jouer ça. Donc, on était vraiment embêtés en première partie. Et encore que nos deux côtés qui étaient nos points forts n'ont vraiment pas bien tourné aujourd'hui. On a du mal avec Zakiou, avec Alimi, et ils ne se sont pas retrouvés. Après, c'est les joueurs qui nous faisaient de bien. Donc il y a des jours comme ça, ils n'étaient pas bien, donc bon, on peut comprendre. Après, en deuxième partie, on a essayé quand même de changer, histoire d'apporter un peu plus, on va dire, de l'allant à l'équipe. Bon, on a fait quelques exécutions dans le camp adverse. Bon, malheureusement, ce but en espéré n'est pas arrivé. Voilà, on n'est pas content, mais on n'est pas aussi déçu parce que c'est vrai qu'on aurait pu prendre les 3 points. Mais après, quand on voit que c'est ces mêmes joueurs qui nous ont donné 4 victoires d'affilée, qu'aujourd'hui on prend 1 point sur 3, c'est vrai qu'on aurait aimé prendre les 3 points. Mais après, on fait avec, c'est le football. On va bien se reposer, voilà, récupérer, essayer de rebondir pour le prochain match. Oh, je tiens seulement à dire aux supporters de ne pas se décourager, c'est le football. Ce sont ces mêmes joueurs qui leur ont donné de la joie. On va toujours continuer à travailler pour leur donner de la joie et qui continuent tout par nous soutenir parce que, comme le dit, les victoires encore vont revenir encore plus fort chez nous des buts. On parle à présent du récapitulatif des résultats des matchs de cette 27e journée. Match nul pour AS Police et Sobemap FC, AS Cotonou et Azvo, Buffle FC et Abeille FC, Dynamique FC et Cavalier FC. Même sort pour Dadje FC et Lotopopo FC, Panthère FC et Espoir de Savalou, Real Sport et Audio FC, Avrancourt OMN et Adjidja FC, Aziza et Jacques FC, Sitatunga FC et USS Krake. 1-2 pour Ayema FC, Coton FC. Même score pour Takuna FC et Damissa FC. 1-3 du côté de Étoile Filante FC et Requin FC. 1-0 pour Boa FC et Dynamo. Même score pour JSP et Dragon FC. 1-0 pour Dynamo d'Abomey et Beke FC. 2-0 pour l'AS Tonnerre et Bani Gansé FC. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Eusave TV.